s'il y en a en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Comptez tout million, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir, c'est rien ici. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Le rugby français manque-t-il d'influence? C'est la question qu'on se pose, puisque depuis de nombreuses semaines, le rugby français fait état d'un manque d'influence dans les instances internationales. Je cite, « Si on veut être champion du monde en 2027, on doit se faire plus respecter avant le rugby et aux 6 nations », disait Florian Grill dans les colonnes de l'Équipe. Y a-t-il eu jusque-là dans l'histoire du rugby mondial, jusqu'à cette phrase de Florian Grill il y a quelques semaines, est-ce que historiquement il y a un souci entre le rugby mondial et le rugby français en termes d'influence, Philippe Spanghero? Alors pour répondre à ta question, oui, et je crois que pour y répondre, c'est important de refaire un peu d'histoire sur notre sport. D'abord, il y a eu la création de l'IRFB, l'International Rugby Football Board, en 1886 par l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles, qui avaient pour but de régir les règles du rugby et son évolution. Ils ont été rejoints assez vite à la fin du 19e siècle par l'Angleterre. Et puis ensuite, il a fallu attendre 1949 pour que la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud les rejoignent. Ils ont structuré le rugby mondial à 7 nations, qui étaient des nations sous influence britannique complètement. Et puis ensuite, la France est arrivée comme membre parmi les 7 autres en 1978. Donc il y a presque 100 ans d'histoire qui se sont passés, où les Britanniques ont régi le rugby et son évolution entre eux. Donc historiquement, le rugby, au-delà de son histoire propre et de sa création en Angleterre, il a été régi par une vision très anglo-saxonne, qui est très différente de la nôtre. Donc ça explique quand même aussi beaucoup de choses dont on hérite aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, oui, clairement, on a eu quand même un petit virage au moment de la présidence à World Rugby de Bernard Lapassé, qui a dû bien sûr, pour être élu et garder son siège, composer avec les Britanniques, mais qui avait une vision très politique et qui a essayé de faire peser un peu le rugby français. Et puis ensuite, qui a marqué l'histoire du rugby mondial, hein, d'ailleurs, son passage oui, qui a été d'abord exceptionnel. Oui, qui a été un immense dirigeant au-delà du rugby. Hein, on rappelle le fait qu'il a porté la candidature de Paris 2024 avec beaucoup de succès. Donc ça a été un des plus grands dirigeants de l'histoire du monde du rugby. À ce moment-là, Bernard Lapassé a remis un peu la France à sa place dans le jeu du rugby mondial. Mais c'est clair que la France a jamais eu l'influence qu'elle aurait dû avoir au sein de ces instances. Donc aujourd'hui, Florian Grill a raison de dire ce qu'il dit. Ça fait partie des constats qu'il avait fait avant d'être élu dans les grands enjeux de développement du rugby français à l'échelle mondiale. Et les dernières décisions, notamment arbitrales ou de commission au sujet des joueurs français, montrent qu'on n'est pas traité à la même enseigne que les autres grandes nations du monde du rugby, et ça pose problème. Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'histoire du rugby français où le manque d'influence c'est véritablement constaté? Le gros problème, c'est que quand on parle de ça, on parle de quelque chose de très subjectif en se disant, mais quelque part, ça veut dire que tout ça n'est pas net. Parce que s'il y a de l'influence, ça veut dire que ça influe sur des décisions qui doivent être étanches à ça. Donc c'est un sujet honnêtement très problématique, mais je crois que il faut pas se cacher derrière son petit doigt et se dire que dans le monde du sport à très haut niveau, c'est aussi une forme de politique et qu'il y a des jeux d'influence qui se jouent. Donc c'est très difficile à dire. Est-ce que la France en 95 en demi-finale a été arbitrée normalement, et est-ce qu'avec une autre influence sur la scène mondiale, il y aurait une décision différente? On peut se poser la question sur certaines décisions d'arbitrage sur le quart de finale de notre dernière Coupe du Monde en France. Donc bien sûr que ça pose question. On peut se poser la question bien sûr par rapport aux dernières décisions, notamment sur la suspension de Romain Ntamak versus le joueur irlandais, sur les citations en commission sur le dernier France-Irlande. Romain Ntamak qui dit, je cite, pour aller dans ton sens, hein, Philippe, j'ai ressenti une forme d'injustice, c'est auprès de l'équipe qu'il s'est exprimé, clairement j'ai
ressenti une forme d'injustice et d'incompréhension. On avait monté un dossier bien bataillé pour prouver que j'allais jouer avec mon club. Et quand on voit que 10 jours après, la commission prend une décision différente pour Ringrose, c'est assez incompréhensible. Je pense encore une fois qu'il va falloir commencer à taper du poing sur la table parce que ça ne peut pas toujours être en notre défaveur. C'est rageant, mais il faut qu'on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser et rester focalisé sur l'objectif qui est de remporter le tournoi. Là, il parle des joueurs, être focalisé là-dessus. Mais en coulisses, il faut taper du poing sur la table, dit Romain Ntamak, qui est pas trop le genre quand même à faire ce genre de sortie, hein, on peut le dire. Hein. Non, mais il a raison de le faire, et ce pourquoi milite Florian Grill et le reste des membres de la fédération, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a accès à quelque chose qui s'appelle la data, et qui doit rationaliser tout un tas de choses sur des décisions. Il faut amener de la clarté et de la transparence. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans certaines commissions de World Rugby, notamment sur les commissions disciplinaires, elles posent question parce que elles sont pas explicables légitimement et pas argumentées. L'exemple entre Romain Ntamak et Ringrose est le meilleur exemple. Et donc, Florian Grill et son équipe se battent pour ça. C'est pour ça aussi que la volonté de la Fédération française de rugby, c'est de préempter à nouveau des places dans les commissions régaliennes importantes de World Rugby pour peser. Hein. C'est le cas. Il y a une nomination de 5 représentants fédéraux. Il y a 5 représentants fédéraux. Il y avait 6 postes à pourvoir. La Fédération française de rugby en a eu 5. Donc c'est quand même un grand succès. Abdelatif Benazi, président de la commission rugby masculin haute performance, Jérôme Darret, commission rugby à 7 haute performance, Olivier Lèvremont, commission rugby amateur dans l'hémisphère nord, Jérémy Léchat, commission rugby professionnel, et Clotilde Delbos, commission audit et risque. C'est vrai que voilà, il y a une petite expansion de l'influence française. Quand même. Mais elle est très importante et elle doit se poursuivre. On voit que Abdel Benazi a perdu à la course pour la présidence de World Rugby d'un cheveu. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Mais il faut repréempter le terrain. Alors, ça ferait offense à l'Afrique du Sud de dire qu'ils ont été champions du monde grâce à ça. Mais Erasmus et son staff ont préempté depuis des années les commissions importantes de World Rugby, notamment sur l'arbitrage. Donc forcément de façon... Pas seulement, ils ont fait aussi un film qui est super à regarder, d'ailleurs on vous le conseille, hein, c'est Chasing the Sun, ça fait partie de l'influence. Faire un super documentaire sur l'épopée du rugby sud-africain sur la dernière Coupe du Monde, c'est un super documentaire, vraiment on vous le conseille de le regarder, mais c'est aussi un exercice d'influence, c'est du soft power. Non, mais c'est du soft power. Alors, il y a ensuite un message au-delà du rugby propre. C'est un enjeu de société. Ça va plus loin. Mais bien sûr que les Sud-Africains savent faire. Mais on revient à cette influence anglo-saxonne et à cette façon de faire. On a souvent trouvé, nous, latins, que tout ça était grossier, que c'était malvenu de parler de ça. Mais dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a une nation qui émerge dans tout ça, c'est l'Irlande. Parce que on pense souvent à l'Angleterre comme grande nation du rugby. Mais le pays qui a le plus d'influence au niveau des instances du monde, c'est World Rugby, chez World Rugby notamment, c'est l'Irlande. Le siège de World Rugby est en Irlande. Les Irlandais ont des postes considérables dans toutes les commissions régaliennes, et on voit très souvent quand même que dans les décisions, notamment disciplinaires, les Irlandais sont favorisés. Et ça pose problème et ça dessert le rugby et sa légitimité. Donc il faut que ça change. C'est bien parti pour changer, mais vous savez, vous avez le même problème au niveau du syndicat des joueurs. Aujourd'hui, je le répète souvent, mais ce qui se passe dans le monde du rugby, quant à la place de la France dans l'échiquier mondial, est une anomalie. On est le pays du monde qui tirons l'économie du rugby le plus vers le haut, parmi toutes les autres nations. Et malgré ça, on est un des pays majeurs les moins représentés. J'en veux pour preuve aussi le syndicat des joueurs. Il y a un syndicat mondial des joueurs qui a été créé pour peser sur World Rugby, notamment sur les grands enjeux de calendrier de plage de récupération, qui est un syndicat qui a pris une place très importante politiquement dans le pouvoir de décision. La France n'est pas représentée dans le syndicat mondial des joueurs. On est le seul pays du monde qui avons 2 voire 3 divisions professionnelles, et on est le pays du monde qui a le plus gros salaire moyen. On est le pays du monde qui avons le plus de joueurs professionnels, donc le plus de joueurs concernés par les décisions qui sont prises au niveau mondial. Et jusqu'à présent, on n'y était pas. Donc en fait, on a quand même un vrai sujet de visibilité et de prise de position à l'échelle du rugby mondial. Oui, mais d'abord, est-ce que le travail, faut pas le faire d'abord chez nous?
C'est-à-dire que je pense moi à Abdelatif Benazi, il était candidat pour la présidence de World Rugby. Je suis désolé, je n'ai pas eu la sensation, mais peut-être que je me trompe, hein, que le rugby français s'était uni, avait fait corps, avait fait société, comme dirait Fabien Galtier, derrière sa candidature. Je n'ai pas eu cette sensation-là. Alors non, parce que peser à l'échelle mondiale, c'est bien, mais d'abord, il faut que on tire tous dans le même sens, non? Alors, je suis d'accord avec ça. Je trouve que la candidature d'Abdel, elle a été quand même peu médiatisée et peu soutenue en France. Elle s'explique pas forcément par le fait que les gens n'adhéraient pas au profil d'Abdel Benazi, pas du tout. C'est juste qu'il y a eu un problème de timing d'abord sur cette élection. Abdel est parti tard, a eu peu de temps pour faire campagne et pour mobiliser autour de lui le réseau influent du rugby français, parce que ça se joue à plusieurs étages. Ça se joue d'abord en France, ensuite par capillarité ça se joue dans les 6 nations, et puis sur la Champions Cup, enfin l'organisme des Coupes d'Europe, et puis ensuite ça remonte à World Rugby. Et tout ça, ça prend du temps, il faut mobiliser, mais je le répète, pour qu'un Français réussissent à prendre la présidence de World Rugby, il faut nécessairement qu'il amène avec lui quelques anglo-saxons. C'est l'enjeu majeur. Donc en fait, le problème, c'est de faire des concessions. Mais les faire jusqu'où? Au moment où Bernard Laporte était président de la Fédération française de rugby et avait la voie royale vers World Rugby, il avait fait beaucoup de concessions avec les anglo-saxons, notamment au moment de l'entrée de CVC au capital du 6 Nations. Le gros problème, c'est où on arrête notre discussion sur ce qu'on est prêt à faire comme effort vis-à-vis des autres pour maintenir quand même une place forte du rugby français. Et c'est toujours assez délicat comme discussion et c'est assez subtil dans la négociation, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là maintenant, il faut changer de braquet. Il faut que la France affirme son statut dans le monde du rugby. Je crois qu'aujourd'hui, sportivement, le travail est fait pour que notre place soit légitime. Ça fait quand même maintenant quelques années qu'on est toujours soit dedans, soit au bord du top 3 mondial. On est une des plus grandes nations du monde du rugby, sportivement et par l'économie qu'elle génère. Donc, il faut qu'on assume ce statut-là, quitte à être des fois un peu virulent dans la discussion. Mais pour savoir prendre notre place, il faut que les autres, sachant qu'ils nous la donneront pas, il faut être capable de la prendre. Donc, tu fais le constat d'un manque d'influence du rugby français dans les instances mondiales, mais tu fais aussi ce constat-là et cette projection-là que on devrait prendre plus de place dans les années à venir, si je comprends bien, Philippe. On a commencé. Aujourd'hui, 5 Français sur 6 postes importants dans les commissions régaliennes, membres de la Fédération française de rugby, ça n'était jamais arrivé. Mais c'était jamais arrivé pas forcément parce que les Français se présentaient, n'étaient pas élus. C'est que on n'avait pas la vision côté français de l'importance que ça avait, et donc on présentait pas de candidats. Et donc je crois que là il y a un vrai changement de vision avec l'équipe en place à la fédération aujourd'hui, qui est de dire que non, il faut se positionner partout. Dès qu'il y a des postes à pourvoir, il faut essayer de les préempter. Il faut faire entendre notre voix beaucoup plus. Il faut montrer aussi quand on n'est pas d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, la fédération, je sais de sources sûres, a remonté une inquiétude à World Rugby par rapport à l'opacité des commissions d'appel, notamment pour ce qui a été vu après le match France-Irlande, puisque il y a aucune explication qui est donnée sur le choix de décider de citer ou pas, d'accepter de citer ou pas un joueur à la demande d'une équipe nationale. C'est un peu au bon vouloir du commissaire qui lui-même est inconnu et dont on n'a pas l'identité. Donc bon, il y a quand même une grande opacité autour de tout ça, et ça, il faut que ça change. Mais c'est pas seulement pour le rugby français que c'est important. C'est pour la crédibilité de notre sport, et pour que ça amène pas de suspicion derrière sur quelles sont les nations qui tirent les ficelles. Merci beaucoup, Philippe, pour cette chronique. Si vous l'avez manqué, vous inquiétez pas. La rediffusion sera sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes près d'1 million, vous êtes plus d'1 million maintenant sur notre chaîne YouTube. Philippe, tu restes avec nous. On va parler de l'équipe de France avec Fabien Pelouse. À tout de suite.